François Darnaudet, bonjour. Alors, on est sur le même canapé. Il n'y avait pas le chat la dernière fois. Si, Voilà. ah bah si, il y avait le chat. Non, non, il n'y avait pas le Il n'y chat. avait pas le chat. Bon ben voilà, c'est Rufus, nouvel acteur feignant engagé pour faire figurant à côté de toi. Il n'a pas coécrit le bouquin. Alors, on voit Chronique cruelle d'hier et d'aujourd'hui par Boris Darnaudet. Alors Alors, c'est Boris, Chronique cruelle d'hier et de demain. d'hier et de demain. Ah Voilà. oui, j'ai rajouté aujourd'hui. Alors, c'est un titre, oui, c'est de Boris Darnaudet. Ouais, ton fils, Donc, hein. c'était mon co-auteur, mon fils, mon ami, tout ce que tu veux. Le titre est pas de lui, hein, c'est un titre qu'on a trouvé A a posteriori. posteriori, parce qu'en fait, ce que son éditeur appelle l'intégrale de ses textes en solo. Voilà, D'accord. parce que Boris écrivait tout seul. Mhm. Il écrivait également avec d'autres auteurs. Donc, il était sur la saga de Chablis, El Valent, avec Giraudot, avec Ward et avec moi. Avec moi, il a fait du western, il a fait des polars, mais il avait une œuvre conséquente aussi où il était auteur en solo. Et d'ailleurs, tu lui avais fait une interview Oui, oui, donc sur le Barcassag. projet, voilà, au projet Obis, Ouais, sur ouais. le projet Obis, qui était son premier roman, qui était un roman de science-fiction avec deux nouvelles à la fin de Ouais, fin de très post-apocalyptique, Oui, dans un univers pageoise. voilà, tout à fait. Un bouquin qui partait dans pas mal de directions, mais avec cette volonté, oui, qui était très influencée par les films de Carpenter et par les bouquins de Dick aussi, parce qu'en fait, il était... K, dit, il tu est, rajoutes K parce que ouais, sinon Philippe les. K. Dick, Philippe Kindred Dick. Ouais. Voilà. Philippe Kindred Dick, et donc le maître du haut château, Ubik, etc. Donc à la fois Boris était très influencé par les œuvres de Dick, dont il avait lu une quinzaine de bouquins, et il était en même temps très influencé par Carpenter, dont il avait vu pas mal de films. Donc il y avait ce côté violence et absurdité de la violence et absurdité du monde, Mm. voilà, absurdité de la mort, de la vie, et ça le touchait beaucoup. Et donc il avait fait le projet Obis, qui était son premier roman de SF. Ce roman de SF, l'éditeur Rivière Blanche qui l'avait publié a décidé de le remettre dans cette intégrale, Ouais. mais il y a surtout qui était inédit, en édition classique, il y avait La colère des dieux aztèques, donc les chroniques de Don Emilio, Mm. qui est un bouquin de fantaisie historique, donc pendant l'époque des conquistadors, de Ouais. Cortés, etc. Heroic Fantasy, parce que Fantasy, de loin, ça fait. Alors, elle n'est pas héroïque, parce que Ouais. l'Heroic Fantasy, c'était plutôt dans Chablis. Ouais. Là, on est en fantasy, donc à l'anglaise, hein, Ouais. fantasy historique, parce que c'est une réécriture des conquistadors. Ouais, Comme ouais. tu le dis, la base historique au départ tient la route, et puis petit à petit, on part dans un monde sombre, puisqu'il suppose que les conquistadors ont éteint le monde en attaquant les Aztèques. Ils ont éteint le monde, ce qui était prévu par les dieux Aztèques. Donc ça, je crois que ça fait partie des annales historiques Ouais. des Aztèques. Il sort des textes Voilà. du Codex Mendoza, même à un moment donné. Peut-être, ouais. Alors là, si tu veux, Ouais, moi, j'ai que- pas sa culture. Et là, il avait vraiment une culture à la fois par rapport il était fasciné par les Aztèques et il était fasciné par le Japon. Mhm. Il avait une fascination pour ça. Et c'est pour ça que là, il écrivait tout seul et c'était son monde à lui, quoi, son imaginaire à lui. Et donc, ce livre sur les Aztèques mélange l'histoire de morts vivants, de monstres typiquement aztèques, les Tzitzimimé, Tlaloc, bon, et les conquistadors. Mhm. Voilà. Et c'est de voir dans un monde éteint, donc dans une pénombre, où il n'y a plus que des monstres et des conquistadors, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Mhm. Donc ça, c'était son deuxième roman qui était resté inédit en édition classique. Mhm. Et donc le bouquin, ces chroniques cruelles, commence par ce roman de fantasy aztèque. Mhm. Ensuite, on passe sur des nouvelles de la SF assez dures, assez dystopiques, enfin, donc avec des textes comme Le Sas, comme Le Dernier Métier. Ça, c'est sur un monde où le dernier métier, c'est un monde où il n'y a plus qu'un seul métier, c'est créateur de jeux vidéo. Mhm. Voilà. Et Parce le que reste, lui-même travaillait dans les jeux vidéo. alors, disons qu'il était fasciné par les jeux vidéo. Il a failli faire l'école des jeux vidéo. Mhm. Bon, c'était quelqu'un qui pratiquait énormément les jeux vidéo. Il lui est arrivé de faire 17 heures d'affilée d'un jeu vidéo. Mhm. Lui pensait que le futur appartiendrait aux jeux vidéo, c'est-à-dire que tout serait virtuel Oui. et que tout l'art se rencontrerait dans les jeux vidéo. Mais C'est-à-dire que lui-même c'était avait un une écrivain. perception du monde aussi qui était assez virtuelle et qui à la limite
la différence entre le réel et le virtuel, c'est comme dans Matrix, quoi. Oui, voilà, il avait un peu cette perception-là, c'était de se demander. Enfin, il avait un côté, la vie est tellement dure Mhm. et cruelle, c'est pour ça qu'on a repris ce terme de cruel Mhm. avec sa mère on s'est concerté pour trouver un titre. On peut rappeler qui s'est suicidé, hein. Oui, 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 C'est important parce que sinon on comprend oui, pas tout à fait. le fait qu'on ait ce bouquin. Voilà. Euh, qu'il ait Ben, disparu, c'est une chose, mais de la manière dont il est disparu et de la manière dont il a vécu, ouais. voilà, c'était Oui, oui, ça. il y a toute une cohérence. Je pense que donc Boris Hmm. a écrit entre 2005 et 2015. Hmm. Donc il avait sorti 4 livres de son vivant. Il avait sorti Le Projet Obis pour lequel tu l'avais Hmm. interviewé, Le Zeppelin en danger qui était un polar pour ados sur le Hmm. Zeppelin, quelque chose de très agréable, très poétique, Hmm. mais qui s'adressait aux adolescents. Puis il a participé donc à la saga de Chabi, donc il a écrit dans le tome 2, Hmm. il est dans la réédition également. Voilà, donc il avait ces bouquins-là qu'il a connus de son vivant, plus des publications dans des anthologies de SF Hmm. et de fantastique. Et en 2015, donc en août 2015, Hmm. bon, il s'est suicidé, il a mis un terme volontairement à sa vie, tu choisis les... De manière très rituelle. Oui, alors oui, il y a de ça, oui, puisque Il y a un côté Mishima il y a un côté Mishima, sur la c'est-à-dire que fin ouais, Mishima oui, qui il y pratique a voilà, le donc c'est seppuku et pas qui se fait trancher la tête. bon, voilà, c'est quelqu'un qui Et s'est jeté lui, effectivement en tenue de motard, il ouais, s'est jeté du haut d'un viaduc. Tout casqué, habillé en noir. voilà. Donc il y avait un côté à la fois peut-être improvisé, Ouais, rituel, ouais. ou gamberger. De toute manière, il a emporté son mystère avec lui, puisqu'il n'a Oui. pas laissé de mots, d'explications. Par contre, comme le dit Dounouvets qui a écrit la postface de ce bouquin, Mhm. il a des textes autour de la mort, de la fin de vie, enfin il a le sas Mhm. et il a fin de vie qui sont des textes autour du passage qui concerne le passage de la vie et de la mort, Mhm. sur sa manière de voir la vie qui effectivement pourrait expliquer ce suicide, sachant que quand même, bon, Boris souffrait d'une maladie, Mhm. il a mis aussi il a mis Mhm. un terme à ses souffrances. Donc, sa personnalité était très complexe, c'est-à-dire qu'il y a la fin des souffrances, mais il y a en même temps, comme tu le dis, une vision du monde où, comme il était très Matrix, très Dickien, Mhm. il s'est toujours interrogé sur le fait de est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une illusion, est-ce que les gens qui sont autour de moi ne sont pas des illusions, Mhm. donc est-ce que moi-même je ne suis pas une illusion, etc. C'était comme une espèce de... C'est le rapport à la physique quantique de la vie, quoi. Parce que Voilà, tout maintenant, à avec la fait. physique De toute quantique, manière, il était tout à fait dans ce genre de pensée. Et on a publié un texte qui s'appelle Réflexion sur la vie et la mort, mhm. qu'il avait intitulé comme ça, où il explique ce que pourrait être justement la vie et la mort. Donc c'est un texte qui est évidemment prophétique par rapport à son destin, Mhm. mais il y a réellement en lui une interrogation sur le fait que, voilà, est-ce qu'on n'est pas dans une illusion et qu'on peut y mettre terme Oui, oui, à oui. tout moment. Alors, c'est vrai qu'il y a ça, mais je veux dire, de toute manière, comme d'habitude, quelqu'un qui met fin à ses jours, on ne peut pas savoir Ouais, pourquoi quelqu'un ouais. se met réellement fin à ses jours. Disons qu'une manière littéraire et intellectuelle d'appréhender le décès de Boris, c'est dans ses écrits de voir que en lui, il y avait cette vision du monde. Mhm. Voilà. Après, je veux dire, un psychiatre, un toubib, va Mhm. te donner Oui. un verdict purement médical. Ouais, mais ils sont pas C'est, drôles. c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la littérature. Et donc, l'homme Boris n'existant plus, il nous Mhm. reste ses écrits. Mhm. Alors, Donc, il y a du japonais dedans, parce qu'on dit, alors oui, on parlait alors de si tu veux, Mishima. voilà, il y a du japonais. Ça, c'était un troisième roman qu'il était en train d'écrire. Donc là, il y avait un roman japonais de fantasy, encore Mhm. nippone, historique. Mhm. Alors, quasiment là, de l'heroic fantasy, mais au Japon. Mhm. Et là, tu es à l'époque des samouraïs. Mhm. Mais un mélange de samouraïs et de mythologie et de Mhm. monstres.
si tu veux, il y a toujours ce mélange avec lui, de toute manière. Des intermondes. Voilà, c'est à la fois, Boris, alors c'est à la fois quelqu'un de très cultivé, mais c'est aussi le fils des années, c'est quelqu'un du 21e siècle. C'est-à-dire qu'il il est issu des jeux vidéo, il est issu de la culture manga, et donc il a à la fois lu les mangas, il a à la fois fait des jeux vidéo, et il a à la fois lu Philippe Cadic, et il a à la fois lu de la littérature classique, et il a vu beaucoup de films. Donc on était avec lui, avec quelqu'un qui était dans un imaginaire purement moderne. Donc, quand moi j'écrivais avec lui, c'était très intéressant parce que moi j'étais. Bon, on en parlait juste avant. Nous, toi et moi, nous sommes issus du XXe siècle. C'est-à-dire que nous sommes, comme tu le disais, les enfants d'Hugo Pratt, les enfants d'Umberto Eco, etc. On est le pur produit de la littérature du XXe siècle. Lui, c'était un produit à la fois de la littérature du XXe siècle, mais en même temps, il était un enfant du XXIe siècle. Ce qui fait qu'il avait un imaginaire et une imagination qui était pour moi très intéressante à côtoyer. Le dernier bouquin sur lequel on a travaillé et que l'on avait achevé, qui est un western de fantasy, si tu veux, je me suis vraiment régalé parce que là, il était capable à la fois de te faire des allusions au mystère de l'Ouest, mais en même temps, il avait une culture de jeux vidéo, une manière d'appréhender l'horreur ou la fantasy dans le western, comme un enfant des jeux vidéo pouvait le faire. Si tu veux, moi j'avais... Le surgissement, le rapport au surgissement, c'est comme dans les jeux vidéo. Si tu veux, il y a réellement une culture manga, une culture jeux vidéo, que toi et moi, alors nous avons un peu, parce qu'on est quand même... on a joué à Atari quand même. Mais voilà, on a fait des trucs comme ça, mais on n'est pas issu de ce monde-là. Mais on est issu d'un monde qui peut comprendre ce monde-là. Moi j'ai joué auprès, j'étais passionné jusqu'aux jeux vidéo, jusqu'à Sega, et puis bon, maintenant ça y est, j'y joue pas, quoi. Oui, on n'a pas... Ou alors sur mon téléphone, mais c'est des trucs... c'est pas toute cette technicité que tu as maintenant où les jeux vidéo tu t'y plonges comme dans un livre justement. Oui. Et donc lui c'était vraiment quelqu'un d'ailleurs on a mis ce texte, tu vois, on a voulu en plus donc il y a tous ces textes de fiction, tu as un western, tu as une novella de western, tu as des nouvelles de SF, tu as une novella qui est vraiment très intéressante, sumérienne. Alors là, c'est assez marrant parce que la thématique, c'est du Robert Howard ou du Clark Ashton Smith, qui sont des auteurs du début du XXe siècle, je veux dire des contemporains de Lovecraft, parce qu'il avait lu Lovecraft, donc il était capable de faire à la Lovecraft, mais en même temps, c'est écrit comme un enfant des jeux vidéo. C'est-à-dire que tu as une modernité dans les scènes d'action, dans les combats en fait. C'était quelqu'un qui a pratiqué beaucoup d'arts martiaux, quelqu'un qui faisait du jujitsu, qui a fait du krav maga, qui a fait du judo, qui a fait du taekwondo. Donc c'était quelqu'un qui cherchait une sorte d'art martial ultime aussi. Et donc il y avait ça en lui qui fait que il pouvait mélanger tout ça et te donner un produit littéraire, enfin une œuvre littéraire qui était vraiment originale. Ce qui fait qu'effectivement, quand j'écrivais avec lui, je savais qu'il était capable de me jouer une partition littéraire et il avait un style qui était propre à lui, quoi, qui n'était pas le mien. Ce qui fait que, bon, moi je me suis régalé, si tu veux, d'écrire avec lui parce que j'avais à la fois quelqu'un que je comprenais, mais qui jouait une autre sonorité que la mienne. Voilà. Et donc, voilà, c'est cette espèce de foisonnement, de feu d'artifice, on va dire, que l'on retrouve dans ce bouquin, parce que quand il écrivait tout seul, il avait ce mélange à la fois tu pouvais penser à du Conan le Barbare, à que tu lus de Lovecraft, et en même temps tu avais une modernité. Il y avait d'autres filtres qui étaient passés par là. Voilà, il y avait toute une série de références et d'autres filtres qui fait qui jouaient. Il y a une musique littéraire, parce que lui c'était un styliste. Tu vois, moi je ne me suis jamais considéré comme un styliste. Lui, il avait une manière d'écrire qui était vraiment une manière de styliste. C'était quelqu'un qui écrivait, comment dire, il pouvait rester 3 heures sur quelques phrases. D'accord. Et de toute façon, il savait qu'il ne reviendrait pas sur ces phrases-là. Donc chaque fois qu'il écrivait, il pesait ses mots. Et il jouait, enfin, tu vois, à chaque fois que j'en parle, je pense à des instruments de musique. C'est quelqu'un qui avait une sonorité très particulière dans ces genres, dans ces genres de fantasy. Il y a une fluidité qui se déploie, parce que j'ai terminé les Aztèques. Il y a une fluidité, on voit des images qui passent, mais c'est un peu hallucinatoire comme truc, les enchaînements comme ça. Il décrit pas du réel, il décrit un truc qui est réel mais ailleurs. Ouais, tout à fait. On parle souvent d'ailleurs d'autres plans. Oui.
Bah, d'ailleurs, de toute manière, c'est quelqu'un qui était ailleurs. Je pense que, pour en revenir, si tu vas à sa philosophie du monde, il ne s'est jamais senti terrien sur Terre. Il était décalé, si tu veux, et donc il était aussi décalé. Mais alors, pour lui, ça a été très dur sur le plan à vivre, mais pour un écrivain, effectivement, c'est l'état dans lequel les écrivains devraient être. Oui, oui, voilà. Donc il était dans un état idéal pour la création, mais ce qui pour lui était très dur à vivre. Mais cette vie est un peu étrange en même temps. Ah oui, oui, ça c'est sûr que sa vie est étrange et en même temps elle fait une boucle. Alors tu vois, il a commencé, en fait il a écrit 10 années. Donc c'est une production de 10 années, Donc de 15 ans à 25 ans. Ouais. Voilà, disons, il a commencé ses premiers textes publiés datent de l'âge de 15 ans. D'accord. Et ses derniers, il les a terminés, il avait 25 ans. Donc tu as 10 ans, très ramassés. Il commence par écrire sur une illustration de Didier Graffé. Alors Didier Graffé qui est un des grands illustrateurs, des très grands illustrateurs, peut-être même le plus grand du fantastique français actuel. Ouais. Et ça a commencé par un dessin de Didier Graffé. Et donc, et ça se termine, on va dire, alors pas les publications, parce qu'il va y avoir d'autres bouquins signés Boris, mais ça se termine par ce dessin-là, qui est magnifique, de Didier Graffé. Donc là tu as voilà, il commence avec Graffé, il finit avec Graffé, et on est avec une espèce de fantasy, science-fiction chatoyante, qui part dans toutes les directions, et comme tu dis, elle est hallucinatoire. C'est-à-dire que j'ai relu, il a fallu corriger les épreuves, donc Catherine Rabier, sa mère, et puis moi-même, on a relu tous les textes de Boris avec attention. Je me suis rendu compte, moi je lis très vite, j'ai tendance à lire un peu en diagonale, et comme tu le dis, j'ai été frappé par des images et des visions que je n'avais pas repérées. C'est-à-dire qu'en quelques lignes, tu as comme une hallucination, tu as comme une vision, une scène qui relève de l'hallucination. Et c'est vrai que quand tu lis lentement, avec attention, paf paf, il te bombarde de scènes comme ça. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il écrivait lui. Moi, il me reprochait, si tu veux, de lire trop vite, d'écrire trop vite. Et il trouvait que il me dit, tu sautes des choses, tu remarques pas des choses qui sont signalées, des machins comme ça, dans l'écriture ou dans la lecture. Et donc, effectivement, c'était quelqu'un qui avait des visions. Oui, il avait un côté visionnaire. Il y a des apparitions comme ça, des choses mutantes, des transformations. Tout à fait, voilà quoi, c'est... Et son éditeur Philippe Ward me disait il y a quelques années, quand il discutait donc avec Boris, il m'en parlait avec moi, il me disait Boris, il me dit c'est étonnant la manière dont il gère les combats. Il me dit les combats dans ses bouquins sont vachement bien faits. Il me dit il y a comme un ballet, il y a une chorégraphie du combat. C'est très dansé. Voilà, il y a une chorégraphie du combat, alors que tu la vois au cinéma, cette chorégraphie du combat. Voilà. Mais tu l'as rarement en littérature. Et c'est vrai que lui, il y a une chorégraphie du combat. Je veux dire, le bouquin japonais, la partie japonaise de ce troisième roman japonais qui est inachevé, tu as une chorégraphie des combats qui est incroyable. Et c'est parce que c'est ce rapport à la chorégraphie qui fait rapport à la symbolique du combat. Oui. C'est parce que il y a désormais au cinéma, c'est chorégraphié, notamment, on a beaucoup utilisé des maîtres de Hong Kong pour les combats même européens, des films avec John Woo. À partir de John Woo, on commence à importer dans des combats, même des films de mousquetaires où c'est chorégraphié par des maîtres chinois. Et simultanément, si ça renvoie à la danse renvoie à la symbolique et à un langage invisible aussi. Et qu'est-ce que le combat et la danse dans le combat, etc. Le tango qui est un combat, par exemple. D'accord. Donc c'est des interactions, des ciné. Bon, et après je renvoie les gens à aller bosser et à lire Borges un peu quand même. D'accord. Mais il faut lire Boris et Borges. Mais c'est les mêmes, et on le saura plus tard. Il y a un côté, c'est assez bizarre à dire, mais il y a un côté Lautréamont. Si tu veux, parfois dans les champs de Val-d'Or de Lautréamont, c'est rangé en poésie, Lautréamont, mais tu pourrais le ranger en bibliothèque fantastique ou fantasy. Oui, parce que c'est des hallucinations déjà. Le chant sixième, qui est
Alors on dit que c'est une parodie de la littérature populaire, mais c'est une hallucination. C'est une hallucination, c'est un combat quasiment, le chant sixième de Maldoror. Et dans le chant sixième de Maldoror, tu retrouves un peu ce côté hallucinatoire que tu as dans certains textes de Boris. Oui. Bon, et ce sont des gars qui meurent, il y en a un qui meurt à 25 ans et l'autre qui meurt à 24 ans. Mais il est très 19e comme garçon du 21e. Boris, ouais. Ouais. Ah oui, tout à fait. Ah oui, oui. Il est issu de... Il a le mal du siècle. Oui, tout à fait. Il a le mal Il a du le siècle. spleen, ainsi Il a aussi le spleen, que le décrivait Baudelaire. Il est très baudelairien Aussi, ouais, tout à fait. en lui-même. Oui. C'est-à-dire que son inconvénient, c'est qu'il se retrouve à une époque où déjà il trouvait que ça chiait au 19e, mais alors là on le met dans le 21e, non mais là quand même vous allez loin, vous êtes un peu le bouchon. De toute manière, c'était toi, je me souviens de ta fille quelques jours après sa mort. T'as mis un truc du style sur Facebook, le samouraï. C'était un samouraï dans une époque de marchand de tapis. Oui, voilà, de boutiquier ou un truc comme ça. T'as dit beaucoup de choses. Ouais. C'était un samouraï dans une époque de marchand de tapis, tout à fait. Ouais, je pense que t'avais. Quand tu as écrit ça, t'as touché un des aspects importants de sa vie. Ouais. Il y a des personnes inadaptées parce que. Non mais si tu veux le problème c'est que ce qu'on nous propose maintenant enfin qu'on nous impose, on nous le propose pas vraiment, on fait semblant de nous le proposer. Pour des gens qui avons baigné dans le siècle précédent et ses valeurs, parce qu'il avait aussi des valeurs, tout à fait. c'est inconcevable, c'est une messe noire. Et après, faut-il continuer ou pas? Moi je dis oui, parce qu'il reste encore des fans des livres et des chats, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi bien arrêter là, quoi. Parce que franchement, mais en même temps, ça serait donner raison aux salopards qui nous vendent ce monde-là. Disons que lui, il avait une souffrance par rapport il y avait une souffrance qu'il maîtrisait pas. C'est-à-dire que il faut pas non plus ramener. Ce n'est pas un suicide intellectuel. C'est pas un suicide de romantique ou tu vois. C'est pas uniquement pour ce personnage baudelairien. De toute manière, Baudelaire, c'était son poète fétiche. Hein. Mais il y a une souffrance réelle, donc il met fin à ses jours parce qu'il ne veut plus souffrir aussi. Mais je suis d'accord avec toi, il a un côté 19e siècle et il a un côté même, c'est quelqu'un qui pendant plusieurs mois, enfin pendant 2-3 mois, a fait des médiévales, c'est-à-dire qu'il s'est habillé en tenue moyenâgeuse, donc il était archer, donc avec un arc, etc. Il a pratiqué le combat à l'épée avec Eric qui organisait tout ça. Mais je veux dire, il y avait un côté moyenâgeux au sens noble du terme. La chevalerie, l'esprit chevaleresque. Si tu veux, c'est simple, il était fasciné par les samouraïs, par les chevaliers, par les conquistadors, donc tu vois, c'est pas anodin. C'était des gars qui... Il y avait ce côté combat, sens de l'honneur, il y avait tout ça. Enfin, le sens de l'honneur chez les conquistadors. Oui, je sais, tu le contestes. Tu vas le contester. Mais bon, lui, il était, par rapport aux conquistadors, celui qu'il admirait, c'était pas tant Cortés que le gars qui a fait les chroniques Bernal Diaz de je sais pas qui, là. C'est un gros bouquin, Bernal Diaz de... on vous le retrouvera. Très connu, hein. Voilà. Donc, mais moi, je n'ai pas les références culturelles qu'il avait. Mais je sais que pour lui, donc, il y a un énorme pavé sur les chroniques. C'est un lieutenant de Cortés qui a raconté en fait la campagne de Cortés. Et donc je pense qu'il avait plutôt de l'admiration pour ce lieutenant qui a raconté la campagne de Cortés. Même s'il était, je sais qu'il était admiratif de Cortés. Non mais on peut être admiratif de Cortés. Le gars il déboule en slip et en armure et ils sont 350 et conquiert un empire entier. Bon. Pas avec des méthodes, mais finalement quand on connaît les Aztèques, c'était quand même des fils de pute qui sacrifiaient plein de gens. C'est d'ailleurs pour ça que les tribus autour sont coalisées avec les Espagnols pour en mettre plein la gueule. C'est pas gratuit non plus.
Donc les Espagnols ont leur part, mais faut pas déconner non plus. En face, c'était pas des gens sympas. Mais de toute manière, je veux dire, quand tu es cette fascination pour le samouraï, pareil, le samouraï, il n'est pas totalement blanc. Hein. Je veux dire, les guerres des samouraïs, c'est pas triste non plus. Oui, voilà. Et qu'est-ce qu'on disait, troisième référence, La chevalerie. le Moyen-Âge et la chevalerie. Bon, ben, entre l'esprit de la chevalerie et ce qui est pratiqué. Voilà, c'était. Oui, voilà, mais bon, si tu veux, c'était. Effectivement, pour lui, c'était des époques qu'il regrettait. Il aurait aimé être à ces époques-là. Ouais, enfin. En tout cas, pas le 21e siècle. Alors, par contre, bizarrement, et c'est pour ça qu'il était aussi écrivain de science-fiction, le 21e siècle n'était pas fait pour lui, mais je crois que le 22e l'aurait été. Il est arrivé trop tôt. Si tu veux, il attendait une virtualité totale. Mais le problème en fait du 21e, enfin j'en sais rien, j'ai pas vu la suite, mais du début de la 21e, c'est que c'est un siècle de salopards qui s'assume pas, quoi. Oui, et puis voilà, qui prêche, ah quand même, ce serait bien, etc. C'est un siècle qui est encore plus schizophrène que les autres, quoi. Genre. C'est un siècle de salopards, ça c'est sûr. Qui s'assume ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas de salopard sans envergure. Voilà, en plus. Ouais. Il y a... Pissarro au moins était un salopard avec de l'envergure, ou Cortés. Là, il n'y a pas d'envergure. Je veux dire, on est oui, c'est des banques qui mettent à genoux la Grèce. C'est-à-dire que tu as des banquiers, des fanatiques religieux, tu as des moins que rien. Voilà. Des types qui valent pas grand-chose. Cortés, c'était pas un temps, mais ils valent pas grand-chose. Ouais, mais sans prendre leur propre risque, quoi, surtout. Parce que Cortés, il y va au combat. Le banquier, il y va pas. Il met à genoux la Grèce, il met à genoux d'autres pays. Oui. Voilà, c'est salopard, ok, mais au moins avec de la gueule, quoi. Oui, non, on est un siècle sans panache, en tout cas, ça c'est clair. Il y a des panachés dans les bars, mais ça va pas durer. C'est tout. Alors, où on peut le trouver? Là, c'est... Alors, dans un premier temps, donc c'est sorti chez Rivière Blanche. Ouais. Donc, ici, ce sera à la librairie Torcatis. Ouais. À Paris, c'est chez Gibert. Ouais. Ce sera chez Gibert, parce que là il vient juste de sortir. Hein. Alors, normalement, ce sera à Montpellier. La librairie de Cathy Martin à Toulouse. Alors, la librairie de Cathy Martin, qui est spécialisée en science-fiction, j'oublie régulièrement son nom, parce que pour moi, c'est la librairie de Cathy Martin. Ouais. Voilà. On retrouvera. Bon, après, sur Internet, sur le site Rivière Blanche. Et donc, sur la librairie Scylla, une librairie aussi de Rennes, la librairie critique. Donc des points d'ancrage, disons, dispersés dans l'Hexagone, spécialisés en science-fiction, et qui suivent les publications de Rivière Blanche. Oui, un réseau de commanderies pas templières, mais librairies. Le réseau Rivière Blanche, c'est-à-dire que le milieu SF connaît bien Rivière Blanche, et donc il y a certains libraires qui suivent les publications Rivière Blanche. Bon, après, il y a Internet, voilà, et les trucs habituels, on va pas faire la publicité au grand Internet, mais bon, il y a ça. Sinon, les œuvres de Boris, donc ça, c'est son œuvre en solo. Tous les textes sont écrits uniquement par Boris, il n'y a pas ses collaborateurs. Après, il y a Le Glaive de Justice qui est publié chez Mnemos Helios, donc avec Giraudot, Ward et moi. Il y a la saga de Chaby qui est publiée tome à tome chez Rivière Blanche, donc avec les mêmes co-auteurs. Et il y a donc le fameux bouquin dont on parlait, Zeppelin en danger, donc qui est un polar pour ados, mais avec les références début 20e et sur les Zeppelins. Ambiance Tardy dans Adèle Blanc-Sec. Voilà, tout à fait, mais bon, un peu pour les... Mais bon, un mélange de Tuluesque. Voilà. Et ça, c'est chez Rouge Safran. Ça, c'est un éditeur à diffusion classique. C'est un éditeur marseillais, mais qui est diffusé un peu partout. Alors, dernière chose à pas oublier, qui a fait la couverture? On en a parlé, c'est Didier Graffet. Ouais. Donc Didier Graffet, monumental, illustrateur de fantasy. À l'intérieur, on a repris une illustration d'Elric Dufour-Pigny parce que Elric lui avait donné une illustration pour les Aztèques, pour une édition particulière. Donc il y a aussi une illustration noir et blanc d'Elric Dufour et une illustration de Boris, parce que ça c'était l'autre veine artistique qui se remettait à cultiver vers la fin, c'est-à-dire que c'était un dessinateur qui avait laissé tomber le dessin, et dans les derniers mois, il s'était remis au dessin, ce qui fait qu'il y a un dessin de Boris, un dessin de paysage de Tunisie. D'accord. Il était allé en Tunisie à l'époque des attentats de Sousse, il était en Tunisie lui, et donc il y a un dessin de Boris aussi à l'intérieur. Voilà.
Bon, ben... Alors, il adorait aussi parce que, Ouais. je veux dire, dans l'illustration, il aimait beaucoup aussi les illustrations que Palma faisait pour la saga de Chablis. Ouais, ouais, ouais. Qui sont très Ça, bien. je tiens à le dire. Voilà. Et la prochaine illustration de Palma sur Chablis El Valent, ce sera autour du texte de Boris d'ailleurs sur les Teutoniques, les chevaliers teutoniques. Aussi, parmi les fascinations, j'ai oublié les chevaliers teutoniques qui sont des types aussi particuliers. Quand même. Ouais, tout ce qui porte une armure Tout ce qui porte une armure et qui met sur la gueule à des barbares mais qui se lituaniens. ouais, mais qui se bat pour une idéologie. Ouais, ouais. Même si l'idéologie est contestable, je crois il aimait le fait que l'on puisse se mourir pour une idéologie. Ouais, ouais. Il détestait Brassens et sa chanson Mourir pour des idées, mais de Morlante. Oui, Brassens, c'était pas tout son truc. Il était plutôt Jeff. Ah non, du temps où je m'appelais. non, il était à Highway to Hell. Lui, c'était Ouais. à Highway to Hell de AC/DC, ça c'est clair. Il était hard rock. D'accord. C'était un hard rocker. Il aimait Rammstein aussi? Rammstein, oui, tout à fait. Motorhead, dont tu m'as parlé. Ouais, Enfin, ouais. ces gars-là. Et puis, alors moi, je les connais pas. Et les gars qui font du AC/DC moderne. Ouais, ouais. Voilà. Là, je pensais à Metallica, mais c'est pas du Non, AC. il a adoré Iron Maiden. Voilà. Iron Maiden. Je crois Les qu'il a tout illustrations. Iron Maiden. Et les illustrations d'Iron Maiden qu'il adorait évidemment. Il avait découvert ça quand on était allé en Irlande. Il était tombé dans un magasin de disques où il avait pu rafler Ouais. pour 7 euros le CD. Il avait tout Iron Maiden. Quoi. Il adorait Iron Maiden. Boris Darnaudet, Boris, je t'ai appelé Boris. Merci. François Darnaudet, merci. On se retrouve dans pas si longtemps que ça pour une BD dont tu es le scénariste. Le co-scénariste, ouais, Oh. avec Elric Dufour-Pini, enfin qui signe Elric, c'est moi Oui, qui l'appelle voilà. Elric Dufour-Pini. Je pense que c'est. Oui, Moi, parce j'aimerais que- bien qu'il signe Elric Dufour-Pini, je trouve que c'est très classou, mais il le fera pas, lui il signe du nom d'Elric, qui est aussi prestigieux. puisque Oui, ça parce fait que référence Michael à Moorcock, Oui, oui, puisqu'il s'appelle comme ça à cause de Moorcock. voilà. Et de son père, Dominique Dufaux, qui adore Moorcock, donc les parents qui l'ont appelé comme ça. Oui, on a des fois des parents qui nous aident ou pas, suivant les choix mais des là, c'est prénoms. joli quand même, c'est joli. Bah, comme Boris s'appelait Boris à cause de Boris hier. Ah, et moi je m'appelle Nicolas à cause de Nicolas Sarkozy, Sarko et Vendetti, donc... Donc à bientôt François pour une BD. Ok.